Salut à tous, on est à J-3, en fonction de l'endroit où vous vous situez sur la planète. On est à J-3 du grand match Côte d'Ivoire-Allemagne qui va se jouer à Toronto. On y sera d'ailleurs et honnêtement, ça promet non seulement de belles émotions, mais surtout un grand spectacle. Je pense que c'est vraiment, et évidemment, c'est la finale de notre poule, de la poule E, si je me souviens bien. Mais également, en fait, c'est vraiment la Côte d'Ivoire une fois de plus rendez-vous avec elle-même, en ce sens que, à la différence de l'ensemble des nations africaines, qui ne font pas mauvaise figure, hein, qui se battent avec leurs armes, etc., la Côte d'Ivoire, très honnêtement, a l'occasion de concrétiser la valeur de sa sélection. Je pense que ça commence à être reconnu de par le monde, hein, que la Côte d'Ivoire, en fait, dispose en matière de football d'un potentiel absolument énorme. On n'a jamais eu une génération comme ça. Moi, mon cheval de bataille. Je pense vraiment que notre génération a un potentiel plus élevé que celle des Drogba, des Yaya, Touré, etc. Bien sûr, aucun de nos joueurs n'a atteint ce qu'a accompli une légende comme Didier Drogba. C'est pas ça mon propos. Ni Drogba, ni Yaya Touré ou même Kolo Touré, aucun de nos joueurs en fait n'a accompli ce qu'ils ont réalisé dans leur carrière. Mais en termes de potentiel, à l'âge qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui la nation la plus jeune, la sélection la plus jeune de la Coupe du Monde, et si on enlevait les séries qui font monter artificiellement l'âge moyen de notre sélection, on descendrait beaucoup plus bas. Nous sommes vraiment une sélection très jeune, avec un potentiel absolument immense. Et en cela, moi, je pense que notre potentiel est supérieur à celui de la génération dorée. Mais peu importe. Aujourd'hui, en fait, on a vraiment l'occasion en fait de concrétiser en fait cet immense potentiel, et le match contre l'Allemagne, selon moi, constituera en fait une occasion absolument idéale où en fait vraiment je sens bien en fait les choses, et j'ai vraiment l'impression que notre sélection en fait est prête pour réaliser l'exploit et pour frapper un très grand coup en fait dans cette Coupe du Monde. Donc c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je voulais aborder en fait les enjeux tactiques de cette rencontre. Je vois en fait poindre à l'horizon une certaine crainte, euh, enfin, une certaine crainte au niveau de la sélection ivoirienne, selon laquelle en fait notre 4-4-2 en fait serait un peu imprudent. Notre 4-4-2 exposerait un peu trop notre défense, et dans la perspective en fait donc de faire face à une équipe qui vient presser haut, telle que l'Allemagne, une équipe qui vient presser haut, qui a une très forte capacité en fait à se projeter avec des joueurs comme enfin, avec de très bons ailiers, avec des joueurs de percussion devant. Euh, donc on sent point en fait une crainte en fait sur laquelle en fait notre 4-3-3 serait plus adapté, serait plus prudent, donc à mettre en place, plutôt que de persévérer avec le 4-4-2 qui nous a permis de battre la France, qui nous a permis de nous imposer face à la très bonne équipe de l'Uruguay. Bref, donc mettre un terme en fait à cette expérience qui date quand même depuis en fait juste après la CAN. Depuis la CAN, en fait, Emer Faé met en place en fait progressivement un 4-4-2 qui permet en fait à nos joueurs en fait de davantage s'exprimer. Moi, je m'inclus totalement en faux en fait face à cette tendance-là. Moi, j'ai été parmi ceux qui critiquaient le 4-3-3 qui a été mis en place pendant la CAN. J'estime que le match contre l'Égypte a dévoilé de manière terrible, hein, les limites en fait de ce 4-3-3. Dans notre 4-3-3, on a deux ailiers qui se retrouvent isolés, qui sont très facilement contrables avec des prises à deux. C'est ce qu'a fait l'Égypte. C'est vrai, pendant la CAN, en fait, il nous manquait en fait cette avant-centre là qui était capable de jouer dos au but, de faire jouer nos ailiers, et d'attirer en fait les défenseurs adverses, de manière à laisser des espaces à nos ailiers justement. Donc en fait cet avant-centre, selon le profil un peu de Sébastien Haller, nous a beaucoup manqué pendant la CAN. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux avant-centres qui sont capables de jouer ce rôle, mais notamment non seulement donc Eli Wahi, mais surtout Antoine Boni est effectivement aujourd'hui capable en fait de jouer dos au but, de, euh, de, de jouer donc en piston, enfin pas en piston mais en tour de contrôle, et donc de servir en fait nos ailiers en remise, etc. Il est aussi capable de jouer
face au but, donc balle au pied, un peu à l'image de ce que fait par exemple un joueur comme Ousmane Dembélé à Paris, et donc de jouer un peu quasiment en 10 et de servir en fait ses coéquipiers dans l'espace, comme le ferait donc un meneur de jeu. Ça, c'est vrai que c'est une grosse différence par rapport à ce que nous possédions en fait durant la CAN. Mais encore, je pense que le 4-3-3 est un peu trop stéréotypé, un peu trop statique par rapport à ce que à la flexibilité, à l'imprévisibilité que nous offre le 4-4-2. Vraiment, ça a très très bien marché contre la France déjà, mais déjà avant ça même en mars contre l'Écosse. Ça a très bien marché contre la France, c'est ce qui nous a permis en fait de, euh, de brouiller les pistes face aux défenseurs français et vraiment de développer en fait un jeu dans lequel nos joueurs se reconnaissent parfaitement. Honnêtement, c'est très très surprenant de voir à quel point des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué ensemble pourtant, qui n'ont pas un historique de jeu ensemble très très important, et pourtant qui se trouvent les yeux fermés. Quand je vois la manière avec laquelle Eli Wahi, par exemple, arrive à combiner très facilement avec Pépé, je trouve ça admirable dans le 4-4-2. On a donc Eli Wahi en pointe, on a Pepe en attaquant donc de soutien qui peut jouer également en 10, qui peut en fait contre la France par exemple, il s'était retrouvé un peu partout sur le terrain. Il dispose d'une très grande liberté et il a l'intelligence pour pouvoir utiliser cette liberté-là pour pouvoir en fait rendre son équipe meilleure. On a Amad Diallo à droite. Amad Diallo est notre leader technique du compartiment offensif, ça fait aucun doute. La seule raison pour laquelle il n'a pas joué, il n'a pas commencé le match contre l'Équateur, c'est simplement parce qu'il était diminué physiquement. Il y a aucun doute qu'il va reprendre en fait son poste et sa position de titulaire contre l'Allemagne. Donc Amad Diallo en fait qui se retrouve de côté droit. Moi j'aime beaucoup l'évolution de son jeu. Il s'entend parfaitement avec Nicolas Pepe. On a l'impression que ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Nicolas Pepe, par exemple contre l'Équateur, dès la rentrée d'Amad Diallo, a naturellement pris le côté droit. Amad Diallo s'est inséré dans le cœur du jeu. Il a joué quasiment en 10 tout le temps. Et il a cette faculté-là à distribuer le jeu, à changer le jeu, à faire des belles transversales vers Yann Diomandé qui se retrouve côté gauche. Yann Diomandé qui est le pendant de d'Amad Diallo sur le côté gauche, voilà, qui est reconnu mondialement comme étant vraiment la sensation de ce mondial aujourd'hui et qui s'exprime vraiment très bien en fait dans le 4-4-2. Donc je brosse un peu tout ça pour démontrer à quel point nos joueurs en fait s'épanouissent en fait dans le 4-4-2. Et ce serait vraiment dommage, juste parce qu'en fait nous avons une certaine crainte par rapport en fait à l'Allemagne. Ce serait vraiment dommage en fait d'oublier en fait et euh, de, de reculer par rapport en fait à la tendance en fait qui était suivie depuis plusieurs mois, et donc de nous recroqueviller en fait de nouveau sur notre trop fameux 4-3-3. Je suis pas contre ce système en tant que tel. C'est le système historique de la Côte d'Ivoire. On l'a toujours joué. Enfin, en tout cas, on a très 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 souvent joué en 4-3-3. Nous avons un jeu en fait avec des ailiers et un milieu qui se projette, des box to box qui se projettent. On a vu les limites par contre de ce système. Le problème avec le 4-3-3, c'est que nos ailiers se retrouvent très facilement isolés du reste de l'équipe. Le 4-3-3 en fait se caractérise par une manière de jouer en fait de manière très 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 statique. En tout cas, c'est la manière avec laquelle on joue nous. Amad Diallo est à droite, Yann Diomandé est à gauche et il n'en bouge pas. Donc c'est très prévisible comme système, et c'est très facile en fait de prendre comme l'Égypte l'a fait, de prendre nos ailiers en fait avec des prises à 2, à 3 même parfois, et de les isoler totalement. Un joueur comme Yann Diomandé par exemple pendant la CAN a été totalement neutralisé. Même Amad Diallo, qui a très bien tiré son épingle du jeu durant cette compétition, même Amad Diallo, en fait, a vu son influence réduite à cause du fait que il n'avait pas de soutien. Il avait bien combiné avec Gueladoué, c'est vrai, mais il manquait en fait de soutien. Et c'est encore pire du côté de Yann Diomandé. Il est totalement livré à lui-même. Il a un latéral qui ne combine pas beaucoup avec lui. Et surtout, en fait, il n'arrive pas à trouver des points d'appui dans le 4-3-3 devant. Aujourd'hui, avec un joueur comme Antoine Boni, moi j'estime que Antoine Boni devrait être titulaire dans cette équipe. Très, très clairement, il devrait commencer les matchs et Eli Wahi devrait les finir. Il a les qualités pour pouvoir jouer dans les espaces, etc. Quand les défenseurs sont fatigués et qu'ils laissent des espaces, Eli Wahi peut être très bon en fait en fin de match. Mais j'estime que Antoine Boni devrait débuter les matchs, que ce soit en 4-3-3 ou en 4-4-2. Parce qu'en fait, c'est un joueur qui fait jouer ses coéquipiers. Donc aujourd'hui, en 4-3-3 avec Antoine Boni, on aurait au moins cette avancée-là, donc cette amélioration-là qui permet en fait
d'avoir en fait un point d'appui donc en avançante qui permet donc de faire jouer, qui permet donc de servir de point d'appui aux ailiers que sont Amad Diallo ou Yann Diomandé, c'est certain. Mais je pense que vraiment en 4-4-2, c'est encore plus optimisé. Notre attaque s'éclate et je pense que face à l'Allemagne, l'Allemagne est une équipe qui est très pragmatique. Hein. Ils peuvent à la fois attendre en défense. On les a vus en match amical notamment jouer contre les États-Unis. Ils sont capables d'attendre à 5 derrière et de laisser en fait l'adversaire développer son jeu. Ils sont aussi capables, et comme ils l'ont fait donc, contre les États-Unis en deuxième mi-temps, de changer totalement en fait de philosophie de jeu et de jouer en fait un peu comme l'a fait l'Équateur face à nous, de presser très haut et d'étouffer en fait l'adversaire par un pressing très agressif et donc de développer en fait leur jeu en fait dans la partie adverse la plupart du temps. Ce faisant, ils laissent des espaces derrière. Donc que ce soit quand ils jouent en transition ou quand ils jouent avec un bloc très haut, ils laissent des espaces derrière. Et la caractéristique des États-Unis, de l'Allemagne, c'est que ils ont une défense relativement lourde avec les Jonathan Tah, un joueur comme Boateng, etc. Ça, c'est idéal pour la défense ivoirienne, pour l'attaque ivoirienne. Déjà, en fait, on a des joueurs qui connaissent très bien le contexte allemand, avec Yann Diomandé, avec Bazoumana Touré, mais également l'ADN de nos joueurs, c'est vraiment de pouvoir en fait envoyer avoir un jeu très très direct et donc de rejoindre le plus vite possible dès la récupération du ballon avec des longs ballons, de rejoindre en fait nos ailiers ou nos attaquants d'axe. Moi, je pense que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il ne sert à rien de se recroqueviller derrière notre 4-3-3 ou de se recroqueviller en défense pour espérer contrer pendant 90 minutes les attaques allemandes. Je pense que la meilleure manière de contrecarrer les offensives allemandes, c'est de leur faire peser une menace constante sur leurs ailes. Exactement comme on a fait contre l'Uruguay, contre l'Équateur. Qu'est-ce qui s'est passé contre l'Équateur? C'est que ils ont mis énormément d'énergie, ils ont jeté leur bateau en fait sur la première mi-temps. Ils ont mis énormément d'énergie en première mi-temps pour pouvoir presser en fait notre relance. Et le souci, c'est que nous avions dans leur dos constamment deux ailiers qui faisaient peser une menace. Non seulement deux ailiers, donc Yann Diomandé et Bazoumana Touré, qui faisaient peser une menace sur leurs ailes, côté droit et côté gauche, mais également un attaquant d'axe, enfin deux attaquants d'axe en fait, avec Eli Wahi et Pépé, qui étaient constamment également dans leur dos, dans l'axe, et qui faisaient peser une menace. Donc ça faisait que ils exerçaient leur pressing très haut et dès la perte du ballon, ils devaient effectuer des courses très rapides pour pouvoir couvrir les espaces qu'ils avaient laissés dans leur dos et qui étaient occupés par nos ailiers et nos attaquants d'axe. Ça a fait que ils ont fait des courses incessantes et à très haute intensité pendant toute la première mi-temps, pendant toute l'heure de jeu. Et véritablement, à partir donc de la deuxième mi-temps et à partir de la 60e minute, ils ont totalement sombré physiquement à ce petit jeu. En fait, eux, leur pari, c'était qu'ils arrivent à marquer un but pendant toute cette période-là où ils mettaient beaucoup d'intensité. Et à ce moment-là, en fait, ils se seraient recroquevillés dans leur corps et puis ils nous auraient attendus. Vu qu'ils n'ont pas réussi à marquer, ils ont continué en fait pendant une heure et ils se sont littéralement épuisés. Non seulement parce qu'ils se sont heurtés à un mur défensif côté ivoirien, mais également parce que nous avons maintenu pendant tout le temps une vraie menace sur leurs ailes. On a pendant toute la première mi-temps, côté droit notamment, sur notre aile droite, Yann Diomandé a continué en fait d'effectuer un harcèlement de leur côté droit. Également côté gauche, Bazoumana Touré faisait peser une menace. Et dans l'axe, Eli Wahi et Nicolas Pepe étaient des menaces permanentes. Donc, ils devaient effectuer constamment, à chaque fois qu'ils effectuaient une offensive, ils devaient effectuer également des courses défensives pour pouvoir donc combler en fait les espaces qu'ils avaient laissés. Ça use l'adversaire. Lorsque vous maintenez une menace dans le dos de l'adversaire, ça l'use et au bout d'un moment, vous en récoltez les fruits parce que là, à ce moment-là, avec la profondeur de banc que nous avons, et ça c'est une force pour la Côte d'Ivoire, on a une profondeur de banc très 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 performante. Lorsque on fait rentrer en fait des joueurs, ils ne font pas baisser le niveau global de l'équipe. Bien au contraire, ils le maintiennent minimalement. Et donc, par exemple, quand vous faites rentrer un Amad Diallo, quand vous faites rentrer un Inao Oulay, quand vous faites rentrer un Sangaré Ibrahim ou un Kosonou, dans tous les compartiments du jeu, notre profondeur de banc nous permet d'avoir en fait de maintenir en fait un niveau de performance élevé. Et ça, c'est pas donné à toutes les équipes. Il y a beaucoup d'équipes, en fait, par exemple, l'équipe de France, par exemple, il y a beaucoup de critiques qui indiquent qu'il y a un énorme gap entre les titulaires et les remplaçants. Nous, c'est pas le cas. Et donc,
On peut miser en fait sur le fait donc de d'épuiser l'adversaire pendant 1 heure en conservant donc dans son dos des menaces permanentes, en l'obligeant à faire des courses défensives à répétition. Il s'épuise comme ça, et là à ce moment-là, on fait rentrer notre deuxième vague de talents qui viennent finir le travail. C'est un peu en fait le pari que Emers Faé a fait contre l'Équateur, et ça a été un pari absolument gagnant. Dans le jeu, au score, nous n'avons gagné que 1-0, mais dans le jeu, honnêtement, la deuxième mi-temps, l'adversaire n'a absolument pas existé. C'est nous qui avons pris le contrôle de l'équipe, du stade, du match, en faisant rentrer des joueurs habiles balle au pied, comme Inao Ulai, par exemple, qui a pris le contrôle du jeu et qui a privé l'adversaire en fait de ballon, tout simplement, parce qu'en fait, il n'avait plus les moyens physiques de résister. Moi, je pense que la même configuration peut être reconduite contre l'Allemagne. On peut miser en fait sur exactement la même logique. Les seuls changements en fait pourraient être en fait Antoine Boni à la place de Eli Wahi, parce que Antoine Boni fait davantage jouer ses coéquipiers, et donc il permet en fait une meilleure il permet d'augmenter encore plus la fluidité de notre jeu offensif, donc dès le départ. Et Amad Diallo, parce que c'est le leader technique de notre équipe, et vraiment le côté droit ivoirien par exemple marche très 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 bien. Il s'entend parfaitement avec Nicolas Pepe et avec Guéladoué. Donc il y a absolument aucune raison de changer cette combinaison là qui gagne. Mais je pense que vraiment, exactement comme ça, comme cela a fonctionné contre l'Équateur, je pense que les offensives allemandes peuvent en fait s'écraser et s'épuiser contre notre milieu défensif, Seko et Kessié, pendant donc la première partie donc de l'affrontement. Et ensuite, une fois que l'adversaire s'est bien fatigué en fait sur notre mur défensif, à ce moment-là, en fait, on fait rentrer donc nos virtuoses du ballon, que sont donc Inao, que ce soit même donc Sangaré, et également nos joueurs les plus rapides comme Mazoula Touré, comme Wai, etc. Donc je pense vraiment que, encore une fois, et c'est vraiment le point que je veux défendre, le 4-4-2 est tout à fait adapté aux joueurs que nous avons. Il est logique que nous ayons en fait un système qui offre une plus grande place en fait aux joueurs à vocation offensive. Il faut voir que dans notre liste de 26, les joueurs à vocation offensive sont les plus nombreux. Nous avons 9 joueurs à vocation offensive contre 8 joueurs, contre 8 défenseurs et quelque chose comme 6 milieux de terrain. Donc, il est logique que les joueurs à vocation offensive puissent avoir 4 places qui leur soient attitrées. Donc, le poste d'avancement, d'attaquant de soutien et les 2 postes d'ailier. Et également, en fait, on se rend compte que vraiment dans le 4-4-2, c'est vraiment le système dans lequel en fait nos joueurs évoluent le plus en liberté, le plus instinctivement possible. Quand on voit évoluer le côté droit, notamment de notre attaque, donc Nicolas Pepe, Amad Diallo et Guéladoué, on a l'impression que ça fait des années qu'ils jouent ensemble, alors que c'est même pas le cas. Mais ils se trouvent littéralement les yeux fermés. C'est impressionnant de voir, par exemple, contre la France, par exemple, ça a vraiment été impressionnant de voir avec la facilité avec laquelle nos joueurs se retrouvaient. Passe laser d'Agbadou dans l'axe qui casse 2 lignes de défense. Eli Wahi, qui avait décroché, reçoit le ballon instinctivement, il le remet latéralement à Pépé. Pépé qui, dès qu'il reçoit le ballon, a tout compris. Il a compris notamment que Guéladoué a eu l'intelligence en fait de plonger dans l'espace qui avait été libéré par le décrochage d'Eli Wahi, et immédiatement en fait donc il le serre dans l'espace. Et Guéladoué donc va terminer le travail par un but somptueux face au gardien. Également, le deuxième but contre la France, on a un Nicolas Pepe qui, comme je le disais, en fait, a une grande liberté. Il évolue surtout dans la major, enfin, en tout cas dans un énorme, il a un énorme volume d'activité, et il se retrouve donc côté droit. Il sert dans l'espace Guéladoué qui a compris sa course, qui donc a appelé, et qui sert en fait instinctivement dans l'axe Amad Diallo, qui s'est retrouvé là, parce qu'en fait aujourd'hui Amad Diallo en fait comprend parfaitement en fait les courses de Pépé, et il s'adapte en fonction, et il va occuper en fait les espaces qui sont libérés par les décrochages de Pépé. Donc là, il était dans l'axe, et il marque un but relativement identique à celui qu'il a marqué contre l'Équateur. Bref, des automatismes qui sont en train d'être développés, et je pense que à chaque match, ces automatismes-là dans le 4-4-2 vont être améliorés. Donc, il ne faut pas casser une machine qui est en pleine production, qui est réellement en train de produire en fait des merveilles. Il ne faut pas changer une équipe qui gagne. En 4-4-2, nos joueurs se trouvent les yeux fermés.
euh, que ce soit le côté droit qui est hyper collectif, hyper performant, ou le côté gauche avec Yann Diomandé qui bénéficie justement de plus de liberté, parce qu'en fait, vu que le côté droit marche très bien, clairement, les défenseurs adverses sont amenés en fait à y accorder une grosse vigilance, et ça libère en fait le côté gauche de Yann Diomandé qui lui peut partir balle au pied et faire très mal à l'adversaire. À ceci, vous ajoutez un Joan Boni qui va, avec ses décrochages, etc., attirer également des défenseurs centraux. Ça peut faire très très mal. Parce que Pépé justement, peut bénéficier en fait des espaces qui sont ainsi libérés par un Joan Boni. Vraiment, en 4-4-2, on peut faire très très mal au fur et à mesure que nos joueurs vont développer leurs automatismes. Ce serait très 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 dommage, juste par frilosité, d'abandonner en fait cette trajectoire et d'en revenir en fait à un 4-4-2 plus frileux. Donc voilà, c'est un peu mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que vraiment le 4-4-2 en fait à ce niveau-là est très adapté. Alors il subsistera toujours en fait le débat qui fait beaucoup parler hein, sur qui mettre en fait en double pivot. Moi j'estime que la logique de Faye, même si je suis un grand défenseur d'Inao, je suis pour que Inao devienne titulaire dans cette équipe et j'estime que c'est notre milieu de terrain le plus talentueux. Mais je comprends la logique de Faye. Lorsque vous avez un système aussi ambitieux offensivement, clairement, il faut contrebalancer par une plus grosse rugosité, une plus grosse présence athlétique et physique. Donc, dans votre double pivot. On n'a que deux joueurs pour jouer dans le double pivot. Je comprends qu'il opte dans un premier temps pour Kessié et pour Seko Fofana, qui ont démontré face à la France et face à l'Équateur que physiquement, ils étaient capables de répondre. Bien sûr qu'il y a eu des couacs. Bien sûr que Seko Fofana n'est pas le joueur le plus élégant qui soit. Bien sûr que Seko Fofana a des manques au niveau technique. Il a perdu 2 ballons qui auraient pu nous coûter très cher, mais il a fait un très bon match. Il a débuté exactement en fait à l'instar de l'ensemble de l'équipe. C'est sa première Coupe du Monde. C'était son premier match de Coupe du Monde. Le stade était peuplé à 95% d'Équatoriens. Évidemment que il a été fébrile au départ. Il s'est fait prendre la balle dans les pieds, etc. Mais honnêtement, quand vous regardez le match de Seko Fofana avec attention, vous vous rendez compte déjà, qu'il a bien mieux fini qu'il a commencé. Il est monté en fait en puissance au fur et à mesure du match et il a fait un match exemplaire. Il a couru près de 9 kilomètres. C'est l'un des joueurs qui a le plus couru sur le terrain et il a été très discipliné. En première mi-temps, il était essentiellement axé sur sa stade défensive. En seconde mi-temps, il a pris plus de liberté parce qu'il a vu que l'équipe adverse commençait à flancher et il s'est avancé pour pouvoir décocher ses tirs. Si l'un de ses tirs avait été gagnant, plus personne n'aurait parlé. Donc, moi, je pense qu'on en a besoin de Seko Fofana. C'est pas un joueur qui va venir prendre les ballons dans les pieds de l'adversaire. C'est un joueur qui va gêner l'adversaire. Le porteur du ballon, en fait, va sentir la présence physique de Seko Fofana. Ça va obliger l'adversaire, en fait, à faire une course latérale. Et c'est dans cette course latérale que le défenseur central, par exemple, Agbadou, va venir en deuxième lame pour récupérer le ballon. À plusieurs reprises, ça s'est produit. Donc, dans les statistiques défensives, ça se voit pas en faveur de Seko, mais il fait un énorme travail athlétique qui gêne les offensives adverses. Idem pour Kessié. Il fournit un très gros travail défensif. On l'a vu face à l'Équateur. Il était très discipliné. Pendant tout le match, il est resté devant la défense et il s'est astreint en fait aux tâches qui lui étaient assignées. Et en plus de ça, il ajoute à cet impact défensif, il ajoute une très grande justesse dans ses longues passes. Dans notre jeu, on a besoin, surtout face à une équipe qui vient nous presser, et ce sera le cas face à l'Allemagne, on a besoin d'avoir un joueur qui est capable d'envoyer des longs ballons, de longues transversales vers nos alliés ou vers nos attaquants d'Est, nos attaquants d'Axe, pour pouvoir en fait sauter le milieu adverse. Et il a eu de très bonnes statistiques dans les longs ballons. Ce serait vraiment dommage de se passer également donc du talent technique de notre capitaine Kessié. Donc, dans un premier temps, je comprends la logique de Faye de mettre en fait des joueurs besogneux pour compenser l'ambition offensive du 4-4-2. Et ensuite, une fois que l'adversaire s'est bien fatigué face à notre mur défensif, là, à ce moment-là, on fait rentrer donc des virtuoses du ballon, des joueurs qui sont capables, comme Inao ou Laïd, d'orienter les ballons et de porter les stockades à l'adversaire. Le plan a magnifiquement fonctionné contre l'Équateur et je m'attends à ce qu'il fonctionne également contre l'Allemagne. Donc, moi, pour terminer, je suis vraiment pour le maintien du 4-4-2 dans un premier temps. Ensuite, dans le match, on peut changer. Comme ça a été le cas face à l'Équateur, on est passé du 4-4-2 au 4-3-3. Inao Lai a été utilisé en pointe haute du milieu à 3 et il a pu contrôler le ballon, etc. dans le cadre d'un 4-3-3. Mais on commence par un 4-4-2 parce que
Notre 4-4-2 correspond en fait au profil de nos joueurs. On a des ailiers qui sont capables de défendre et qui ont très bien défendu face à la France, qui ont très bien défendu face à l'Équateur. Il n'y a aucune raison de changer ça. Et en plus de cela, le 4-4-2 nous permet d'avoir en fait une capacité de propulsion très 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 forte, à la fois dans l'axe avec Pépé, avec Antoine Bonny ou Wai, et avec donc deux ailiers, Amad Diallo à droite, Yann Jomana à gauche, qui peuvent tout de suite en fait aller prendre les ailes et faire mal à l'adversaire. Donc on attend le match contre l'Allemagne avec impatience. Et d'ici là, donc, on dit allez les éléphants.